Espoir Matumba, on peut dire tout ce qu'on on a en idée, n'est-ce pas, derrière ces attentats-là. Toujours est-il que quand on observe les méthodes quand même employées par ces terroristes, on est toujours en face d'un certain nombre d'interrogations, que ce soit du côté du Nigeria, du côté du Tchad, le Cameroun ici avec tout ce qu'on a connu, et aujourd'hui la France et bien d'autres situations. On se demande véritablement comment est-ce qu'on pourrait venir à bout de tels éléments, de telles catastrophes. Si vous étiez donné aujourd'hui d'avoir quelques éléments en termes de proposition, est-ce qu'il faudrait simplement distribuer les richesses à tout le monde pour que cela s'arrête? Déjà, il faut comprendre qu'il faut forcément résoudre le problème à la source, et qui est d'abord un problème d'éducation. Nous n'allons cesser de le dire. Vous savez, quand on réussit à éduquer son peuple véritablement, le peuple sait comment se comporter face à toute situation. Vous comprenez? Parce qu'il faut aller dans le fond. Quand vous regardez aujourd'hui d'une façon ou d'une autre tous ceux qui sont enrôlés, il faut comprendre, il faut regarder le degré d'éducation que ces derniers ont reçu, et il faut même aller sur la qualité même d'éducation qu'ils ont reçue. Donc ça, c'est déjà une solution, une première solution. Donc maintenant, le mal est là, nous l'avons constaté, nous avons même fait des propositions en ce qui concerne le Cameroun. Voyez-vous, on vit dans une situation où on sait exactement où les soi-disant terroristes de Boko Haram passent pour entrer chez nous, c'est-à-dire on connaît les frontières, on sait exactement où ils se passent. Mais ce qui est très surprenant, c'est que chaque jour, il y a des entrées de ces derniers, chaque jour, il y a des décès, et ça n'émeut pratiquement pas les gens de Yaoundé. Quand je parle de Yaoundé, je parle de M. Biya et puis de sa bande. Vous voyez, nous sommes allés jusqu'à dire ceci. Pourquoi ne pouvons-nous pas construire un mur de ce côté-là et filtrer les entrées? Parce que c'est une frontière. Ça n'a pourtant pas empêché des attentats en Israël. Non, mais au moins ça ralentit les attentats. Voyez-vous, quand vous avez l'immigration, comme les Syriens qui ont décidé de l'immigration, si la bousculade de l'immigration. À quoi ça vous sert? Non, déjà à partir du mur, permettez-moi, à partir du mur, on peut contrôler, on peut contenir le mal et réussir à le neutraliser. Ce n'est pas négligeable, parce que chaque fois on vous dit, ils sont venus et ils sont repartis. Ils sont venus et ils sont repartis. Mais en même temps, on poste l'armée, ils arrivent à n'importe quel moment, nos soldats tombent, les populations, les civils tombent, les gens sont égorgés et les gens passent toujours par les frontières. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche de construire un mur, par exemple? C'est une solution pour vous? C'est une solution. C'est une solution, et c'est une solution. Vous n'allez donc pas vous énerver contre les Norvégiens et autres Serbes qui construisent des murs actuellement? Non, je ne saurais m'énerver. Il s'agit de la sécurité de leur pays. Il s'agit d'un problème interne de leur pays. Aussi. Donc, ici, la frontière, construire un mur ne veut pas dire qu'on empêche les gens d'entrer. On filtre les gens qui entrent. Ça ne veut pas dire que les marchandises ne circulent plus. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on filtre, on a plus de visibilité dans ce qui se passe. Mais quand tout est laissé, comme c'est le cas, vous êtes arrivé de ce côté-là dans nos frontières, mais vous ne pensez pas que c'est une frontière. C'est-à-dire que vous traversez, c'est normal, ce sont des pays qui... voilà, vous êtes dans le même pays, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes déjà de l'autre côté. Et le malheur vient de là. Oui. Parce qu'on sait qu'ils viennent par là, mais on peut réussir à limiter les dégâts. On peut réussir. Déjà, il faut commencer par l'éducation, comme j'ai dit. Revoir la qualité d'éducation, ramener un niveau de vie dans ces zones-là qui soit appréciable. Il est clair que, je le dis toujours, nous n'allons pas tous avoir le même niveau de vie. Mais au moins, nous pouvons tous avoir les mêmes possibilités de réussite. Très bien. Pour les questions, allons-y pour votre première question. Question, c'est justement Matomba. Est-ce que vous pensez que dans cette lutte contre Boko Haram, parce qu'il s'agit de ça c'est le point central du déplacement du président Biya vers le Nigeria, est-ce que vous pensez que le président Biya a fait assez, ou alors a mené cette lutte comme il devrait la mener? Je vais dire qu'elle n'est pas déjà terminée, la lutte. Mais il faut dire que le président a fait certainement à la mesure de ses possibilités. Il a fait ce qu'il
devait faire, mais nous croyons qu'il pouvait faire beaucoup plus. Ça, c'est une des choses. Et mais nous ne pouvons pas dire qu'il n'a rien fait. Ce serait essayer de nous tromper nous-mêmes ou alors de rester complètement à l'opposé de ce qui est même réel. Et nous pensons que les choses pouvaient mieux se faire. Quelles sont les insuffisances? Déjà dans la prévention. Vous savez, la lutte contre Boko Haram, ce n'est pas une lutte qui commence quand nous découvrons la lutte. Il y a eu des bulletins d'information qui annonçaient déjà une sorte de rébellion de ce côté-là qui se formait. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Rien n'a été fait. On a été obligé de réagir par après. Déjà dans la prévention, quelque chose pouvait être fait. Mais bon, passé le cap de la prévention, il y a eu le déploiement qu'il y a eu. Mais alors, nous disons, et nous avons même proposé cela au niveau du PURS, c'est que nous connaissons essentiellement les frontières qui sont pénétrées par ces forces endogènes, si vous voulez. Plus précisément, quelles du nord-ouest de l'extrême nord, du nord même, et puis d'Amawa. Nous savons exactement la ceinture. Et nous avons proposé la construction d'un mur de ce côté-là. Parce que, voyez-vous, rien ne nous empêche de construire un mur à la frontière. Ça n'empêche pas la libre circulation des populations. Vous avez des exemples types ça permet par contre le contrôle de ce qui se passe véritablement. Certains ont estimé que c'était peut-être abusif, c'était non. Mais écoutez, si vous prenez un exemple simple, la crise migratoire aujourd'hui en Occident, vous avez vu que certains pays ont décidé de créer des murs pour des gens qui ne viennent pas avec des armes, pour des gens qui ne viennent pas tuer des gens, mais pour des humains. Et nous, ce que nous demandons, c'est parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des incursions. Les terroristes entrent et ressortent. Même si nos forces de l'ordre se battent, alors donnent du meilleur d'eux-mêmes, que nous constatons et que nous encourageons d'ailleurs, nous pouvons aussi aider en cela. Si on crée un mur de ce côté-là, écoutez, on ne va pas dire que c'est de l'argent qui nous manque. Ça aidera aussi. Je voudrais prendre 2 secondes sur le temps de Junior Aristide pour questionner cette proposition que vous faites. Parler de mur alors qu'on sait précisément que sur toute cette frontière camerouno-nigériane, il y a des deux côtés des familles. Et que si vous établissez un mur, vous allez briser probablement cet équilibre culturel, ethnique, enfin, en tout cas, ces liens ethniques et culturels qui permettaient de maintenir un certain équilibre et une stabilité entre nos deux pays. Est-ce que vous avez pris ça en compte? Je parle de la sécurité des Camerounais et je parle de la sécurité des Nigérians. Je dis bien que ces murs n'empêchent pas les familles de traverser, puisque ces murs auront des portes. Mais ces portes seront véritablement contrôlées. Est-ce que vous avez des exemples typiques? Écoutez, ce que je dis là, c'est un peu comme la construction d'une autoroute, si vous voulez. Quand on construit une autoroute, des familles existent des deux côtés de la route, mais on crée des voies de communication entre les pôles. Et c'est ce qui doit être fait dans ces murs. Quand on parle de murs, ça ne veut pas dire qu'on construit un long mur sur les 1600 km de frontières qui lient le Cameroun et le Nigeria, sans porte d'accès, sans permettre... Non, mais sauf que les portes d'accès sont véritablement contrôlées. C'est à ce niveau que la militarisation, évidemment, de la frontière se passe. S'il vous plaît, je voulais... C'est l'heure à présent de notre focus, direction l'extrême nord du Cameroun, près de la frontière avec le Nigeria, où depuis plusieurs semaines, les attentats suicides attribués à la secte djihadiste Boko Haram se multiplient. Des attaques souvent menées par des mineurs embrigadés. Alors pour faire face à cette recrudescence des attentats, les autorités camerounaises ont entamé la construction d'une gigantesque tranchée le long de la frontière avec le Nigeria. Cette tranchée doit s'étaler sur une centaine de kilomètres pour empêcher ces incursions djihadistes. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux Patrick Fandio, Pierre Pro et Zigoto Chaya. Des ordres hurlés à travers un mégaphone. Levez les mains. Retournez-vous. Videz vos sacs. Un contrôle à bonne distance, 50 mètres minimum. Pour pouvoir survivre,
à l'éventuel déclenchement d'une ceinture explosive par un de ses habitants venus du Nigeria voisin. Tous considérés ici comme des kamikazes potentiels par ces membres du comité de vigilance de Kolofata, une localité martyre de l'extrême nord du Cameroun, cible favorite d'attaques suicides de Boko Haram, basée tout près, côté nigérian de la frontière. En route pour ce barrage filtrant, une patrouille du BIR, le bataillon d'intervention rapide, l'unité d'élite de l'armée camerounaise. À sa tête, le lieutenant-colonel Nkoela, alerté quelques minutes plus tôt, 2 présumés kamikazes auraient tenté une infiltration près d'ici. On se dit que c'est les mauvais, c'est les kamikazes, parce qu'ils ont carrément refusé de se fouiller. Il se pourrait qu'il y a une dame et une jeune fille kamikaze qu'on a détectées là, et ils ont refusé de soulever pour se faire identifier comme ils vont en train de faire là. Donc c'est suffisamment indicateur pour qu'on ait l'impression que c'est des gens suspects. Forcément, il faut qu'on mette la main sur eux pour se rassurer qu'ils ne le sont pas. Des suspects évanouis dans la nature, en fuyant sans doute ce point de passage obligé pour entrer dans Kolofata. Une commune presque désormais cernée par une vaste tranchée. 4 mètres de large, 3 mètres de profondeur. La dernière arme anti-kamikaze trouvée par le BIR pour sécuriser cette frontière Cameroun-Nigeria. Un ouvrage en train d'être construit ici, sur près de 100 km. Et de ce côté, l'entrée continuera à être contrôlée. Contre les kamikazes de Boko Haram, une guerre de tranchées pour tenter de stopper les incursions de la secte islamiste nigériane, pour empêcher ces miliciens d'emmener des otages camerounais de l'autre côté de la frontière. Des incursions très nombreuses ces derniers mois. Au mois de juin, nous avons eu pendant la 3e semaine près de 10 attentats kamikazes en une seule semaine. Et depuis que nous avons commencé les travaux de tranchée, effectivement, le nombre d'attaques kamikazes a diminué. Et nous pensons que c'est du fait de cette tranchée qui, en réalité, pose une sorte de canalisation pour toute entrée à l'intérieur de la ville de Kolofata. Il y a 2 jours, notamment, nous avons pu éviter un attentat kamikaze avec un poste de contrôle qui a pu interpeller un individu qui tentait de s'infiltrer dans la localité avec un engin explosif. Ce kamikaze interpellé 48 heures plus tôt, le voici. La tête recouverte pour qu'il ne puisse repérer son lieu de détention. Il dit n'avoir que 16 ans. Il est nigérian. Il se fait appeler Abba. Sur son corps, les séquelles des coups infligés par les villageois en colère qui l'ont arrêté en premier. Il raconte avoir été frappé avant d'être sauvé de la vindicte de la foule par le BIR. Il prétend aussi n'avoir pas su qu'il transportait une bombe pour faire un carnage sur un marché. Maintenant que vous savez que vous avez été envoyé pour commettre un attentat suicide, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui vous ont envoyé avec cette charge explosive ? Il dit avoir été forcé de suivre 2 hommes armés de Boko Haram qui l'ont récupéré chez son père contre une petite somme d'argent. Il affirme que ces hommes lui ont fait manger des gâteaux, qui l'ont mis dans un état second. Ces miliciens de la secte lui auraient fait croire qu'il n'allait pas mourir. Dans la foule, il était juste censé appuyer sur l'interrupteur de l'appareil qu'il transportait. Un appareil dissimulant un engin explosif désamorcé dans cette base du BIR. Une bombe bourrée de filets d'engrais, conçue par Boko Haram pour être facile à utiliser par des enfants. Ces enfants ont l'habitude de voir des radios, des amplificateurs, donc ils savent juste qu'il faut allumer. Lorsqu'on le passe au jeune enfant, on lui dit dès que tu arrives peut-être au marché ou tu arrives sur le site, tu n'as qu'à appuyer sur ce bouton et il va le faire sans avoir d'arrière-pensée par exemple. La seule action à faire, c'est de faire basculer l'interrupteur pour le jeune kamikaze. Déjà 83 enfants kamikazes sacrifiés par Boko Haram cette année, 4 fois plus qu'en 2016 d'après l'UNICEF. Stopper cette vague de jeunes bombes humaines, une urgence sur cette route stratégique entre le Cameroun et le Tchad. Le long de cette frontière avec le Nigeria, peu à peu bloquée par cette tranchée. De quoi ravir le patron de la lutte contre la secte sur la zone. À la longue, il est prévu de contrôler cette tranchée et d'implanter même des radars. Et comme ça, nous pouvons la suivre et contrôler aussi son fonctionnement au niveau de nos salles d'opération. Une sorte de grande muraille. Un concept de grande muraille autour du fief de Boko Haram, pensé comme une ligne Maginot, en espérant qu'elle permettra un jour
de briser définitivement la vague kamikaze. Et on en parle avec notre invité Emmanuel Iga, consultant en géopolitique et en développement international, auteur de Nigeria Vademekum. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Emmanuel Iga. Alors, il y a une recrudescence véritable des attaques de Boko Haram ou imputées à Boko Haram ces derniers mois. Au moins 381 morts au cours des 5 derniers mois. C'est bien supérieur au mois précédent. Comment expliquer cette recrudescence des attentats ? Cette recrudescence s'explique par simplement le fait que Boko Haram a pratiquement perdu la guerre conventionnelle. La guerre où on a deux armées combattants de Boko Haram et armées gouvernementales en présence. Donc la guerre conventionnelle leur avait permis pendant longtemps, par exemple au Nigeria, de prendre le contrôle de plusieurs villages, plusieurs villes et même d'y installer leur administration. Bon, maintenant ce n'est plus possible. On ne voit plus les tanks conduits par des combattants de Boko Haram qui se déplacent au nord du Nigeria ou même du Cameroun, au vu et su de tous. Ce n'est plus possible. Les forces de la coalition Nigeria-Cameroun, Niger-Tchad sont un peu partout bien implantées. Donc Boko Haram ne peut plus avoir une armée de combattants organisés qui peuvent attaquer pour prendre et s'installer dans une ville. Donc Boko Haram du coup reprend sa stratégie initiale de guerre asymétrique qui consiste donc à utiliser des unités hautement mobiles, constituées de petits groupes d'un côté, et puis voilà, et puis d'utiliser des kamikazes, surtout des jeunes garçons et surtout aussi malheureusement des jeunes filles. Les jeunes filles étant d'ailleurs beaucoup plus difficiles à détecter. Donc c'est un changement de stratégie pour s'adapter à la nouvelle donne dans la guerre. Alors pour faire face justement à cette nouvelle donne, on l'a vu dans ce reportage, le Cameroun a lancé la construction de cette tranchée qui est assez impressionnante, qui devrait atteindre rapidement une centaine de kilomètres. Elle est supervisée par le BIR, donc la brigade d'intervention rapide camerounaise, une unité d'élite qui a prouvé son efficacité dans la lutte contre Boko Haram. Pour autant, est-ce que cette tranchée elle-même, selon vous, peut être efficace pour lutter contre ces incursions ? Dans l'histoire des guerres, dans l'histoire de l'humanité, que ce soit des murs qu'on a construits donc en superstructure ou des fossés, des tranchées de ce genre, ça n'a pu que peut-être ralentir la traversée des combattants ennemis. Hein. Bon, donc, c'est ce que le BIR dit en tout cas aujourd'hui. Voilà, sur une centaine de kilomètres par exemple. Bon, on a là les dimensions de cette tranchée, 4 mètres de large, 3 mètres de profondeur. Je ne vois pas des dimensions extrêmement difficiles à franchir dans la nuit par des unités de Boko Haram bien déterminées qui, même avec un tronc d'arbre qui ferait même 6 mètres de long, pourrait le traverser facilement. Le problème que ça pose quand on a ce genre d'ouvrage de défense, c'est qu'il faut multiplier des points de surveillance et ces points de surveillance, il s'agit donc de surveillance même permanente avec des moyens de détection modernes, y compris de vision nocturne et la possibilité justement pour le BIR, le bataillon d'intervention rapide, de pouvoir intervenir. Donc il faut cette capacité. Si on vous dit qu'il y a une tentative par Boko Haram de traverser la tranchée à tel endroit, peut-être qui est même à 5 km de là où se trouve le BIR, pouvoir intervenir, s'organiser pour intervenir sur ces 5 km. Donc cette capacité de se projeter sur l'ensemble de la longueur de cette tranchée en permanence, c'est ça qui va être difficile. Quels pourraient être les autres moyens qu'on pourrait mettre en œuvre pour lutter contre les incursions de Boko Haram ? Je pense que peut-être le mérite de cette tranchée est simplement de rassurer la population, les populations locales que qui elle-même s'investit voilà, dans ça juste les rassure, mais il faut faire attention à ne pas donner à cette population
population une trop grande sensation de sécurité, un sens de la sécurité, de penser que maintenant, il y a un ouvrage qui les protège. Cette population, à mon avis, fait un travail très important au niveau des renseignements. Et peut-être c'est ça qu'il faut continuer de privilégier. C'est les renseignements. Ce jeune garçon qu'on a arrêté, ce sont les villageois qui l'ont arrêté. Et c'est une, comment dirais-je, des interventions parfois des vigiles, des militants issus de ces localités qui sont organisées par petits groupes et qui surveillent tous les alentours de leur village. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut continuer de privilégier en collaboration, bien sûr, avec les armées officielles. Le renseignement. Et évidemment, penser à la solution de long terme de ce problème. Il faut sortir le nord du Cameroun, il faut sortir le nord-est du Nigeria et le Tchad. Il faut sortir toute cette sous-région du sous-développement. Merci beaucoup Emmanuel Iga pour votre éclairage aujourd'hui sur Merci. France 24.